Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui, je pense, turlupine pas mal d'athlètes. Est-ce que la caféine, qu'on connaît bien, peut vraiment, mais vraiment, booster la performance dans les efforts très intenses et en même temps diminuer cette douleur musculaire aiguë qui arrive souvent en plein effort? C'est exactement ça. La double promesse, en quelque sorte. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une étude scientifique bien précise. Oui, une étude parue dans le Journal of Sport Science and Medicine le 1er mars 2025. Volume 24. Le titre est assez parlant. Caféine exert neither ergogenic nor hypoalgesic effects on sprint interval exercise with intensive exercise-induced muscle pain. Voilà. En gros, ça dit que la caféine n'aurait ni d'effet sur la performance, ni sur la douleur, dans le cas de sprint fractionné, avec une douleur musculaire intense provoquée par l'exercice. C'est ça. Et les auteurs, ce sont Teppei Matsumura et ses collègues Yuya Sakai, Kazushi Fukuzawa, Shihiro Kojima et Takeshi Hashimoto. Une équipe japonaise, donc. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette recherche. Voir si la caféine, avant de sprinter, ça tient ses promesses quand ça commence à piquer sérieusement. Alors, prêt à plonger, commençons peut-être par définir de quelle douleur on parle. Oui, c'est un bon point de départ. Il faut bien distinguer. On parle ici de l'EIP, c'est l'acronyme pour Exercise Induced Pain, la douleur induite par l'exercice. C'est cette douleur assez vive, aiguë qu'on ressent pendant l'effort ou juste après. C'est pas les courbatures, les DOMS qui arrivent 1 ou 2 jours plus tard. Tout à fait. C'est la douleur immédiate, celle qui arrive en pleine séance. Et elle est fréquente chez les athlètes qui font du fractionné à haute intensité, typiquement les sprints répétés, comme dans l'étude. Et le truc, c'est que quand elle est forte, cette EIP, c'est pas juste désagréable, ça peut carrément limiter l'activation musculaire, réduire la force et donc plomber la performance. Et pire encore, ça peut même décourager de continuer de s'accrocher à l'entraînement. Oui, l'adhérence à l'exercice, comme on dit, c'est un vrai frein potentiel. Du coup, trouver comment l'atténuer, ces stratégies hypoalgésiques, c'est assez crucial pour la qualité de l'entraînement. Carrément. Et c'est là, j'imagine, que la caféine entre en jeu. Exactement. La caféine, elle a déjà cette réputation bien établie d'adergogénique. En clair, elle améliore la performance dans pas mal de disciplines, y compris les sprints. Mais la question qui se posait de plus en plus, c'était est-ce qu'elle peut aussi réduire cette douleur aiguë, avoir un effet hypoalgésique? D'accord. Certaines études, sur des efforts moins intenses, genre endurance ou muscu plus classique, l'avaient laissé penser. Le mécanisme supposé, on pense que ça passe surtout par son action sur les récepteurs d'un truc qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine. Oui, une molécule dans notre corps qui, entre autres, contribue à la sensation de douleur. Et la caféine, elle vient un peu bloquer ces récepteurs. Ah d'accord. Donc en théorie, moins de douleur. En théorie, voilà, moins d'action de l'adénosine, potentiellement moins de douleur musculaire perçue. Ok. Donc, caféine égale booste le perf, ça on sait. Caféine égale moins de douleur, on le soupçonnait, pour des efforts modérés. Mais la question clé de cette étude, c'était est-ce que ça tient toujours la route quand la douleur devient vraiment hardcore? Genre celle générée par des sprints répétés à fond avec très peu de récup. C'est ça, la lacune. Il y avait bien eu une étude avant, Kiddy et ses collègues en 2016, qui suggérait un petit effet, mais c'était dans des conditions un peu spécifiques. Les athlètes avaient leur réserve de glycogène basse. Ah oui, donc pas très représentatif d'une séance normale et la performance était déjà moins bonne à la base. Exactement. Du coup, l'étude qu'on regarde aujourd'hui voulait tester ça dans des conditions, disons, plus classiques, plus réalistes pour un entraînement de sprint. L'hypothèse des chercheurs était assez directe. La caféine devrait améliorer la performance des sprints et réduire la douleur, même si elle est très intense. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors comment ils s'y sont pris concrètement pour vérifier ça? Alors, ils ont mis en place un protocole expérimental assez solide. On parle d'un essai croisé, randomisé et en double aveugle. Ok, des termes un peu techniques là. Croisé, randomisé, double aveugle. Ça veut dire quoi en simple? Alors, croisé, ça veut dire que chaque participant a testé les deux conditions. Une fois avec la caféine, une fois avec le placebo. Comme ça, on compare chaque personne à elle-même, c'est plus précis. Randomisé, ça signifie que l'ordre dans lequel ils ont testé caféine ou placebo a été tiré au sort, pour éviter qu'il y ait un effet lié à l'ordre. Et double aveugle, c'est le point crucial. Ni les participants,
ni les chercheurs qui faisaient les mesures ne savaient qui prenait quoi à quel moment. D'accord. Pour éviter tout biais psychologique, genre je crois prendre de la caféine dont je me sens plus fort. Exactement. C'est vraiment la méthode de référence pour ce genre d'études. Les participants, c'était 16 athlètes masculins, des sprinteurs universitaires, bien entraînés. Donc des gens habitués à ce type d'effort et à la douleur qui va avec. Oui. Et un point important, ils étaient consommateurs réguliers de caféine, en moyenne autour de 226 mg par jour. L'intervention, c'était simple. 60 minutes avant l'exercice, ils avalaient des gélules, soit avec 6 mg de caféine par kilo de poids corporel. Une dose standard pour la performance, hein? Oui, une dose reconnue. Soit avec un placebo, du maltitol qui n'a pas d'effet, mais qui ressemblait exactement à la gélule de caféine. Impossible de les distinguer à l'œil. Et l'épreuve en elle-même, c'était quoi? C'était du lourd, 3 séries de 30 secondes de pédalage à fond sur un vélo ergomètre spécial, le fameux test de Wingate. Ah oui, 30 secondes à bloc, ça pique déjà une fois, alors 3 fois. Surtout avec seulement 2 minutes de repos très passif entre chaque série. Un ratio effort-repos de 1 pour 4. C'est très exigeant et ça génère beaucoup de fatigue et de douleur. Ok, je vois le tableau. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré du coup? Plusieurs choses clés. D'abord, évidemment, la performance. La puissance de crête, le pic de puissance et la puissance moyenne sur chaque sprint de 30 secondes. Ensuite, la douleur, la fameuse Ipen and Terts, dans les quadriceps, le muscle principal qui bosse sur ce test. Mesuré juste après chaque sprint et pendant la récup via une échelle visuelle analogique. L'échelle de 0 à 100, pas de douleur à pire douleur imaginable? C'est ça. Ils l'ont mesuré très régulièrement, avant, juste après chaque série, puis toutes les 2 minutes jusqu'à 10 minutes après, et encore à 15 et 20 minutes. Ils ont aussi regardé des réponses physiologiques dans le sang, le lactate et l'ammoniac, des marqueurs de l'intensité de l'effort musculaire. Prises avant, juste après et 20 minutes après. Et les effets secondaires, ils ont vérifié? Oui, avec un questionnaire 20 minutes et 24 heures après, pour voir s'ils ressentaient de la nervosité, tachycardie, maux de tête, etc. Et aussi s'ils avaient l'impression d'avoir mieux performé. Et enfin, ils ont vérifié si l'aveugle avait bien fonctionné en demandant aux participants de deviner ce qu'ils pensaient avoir pris. Ok, super complet. Et tout ça avec des contrôles stricts, j'imagine. Échauffement standard, température du labo. Absolument. Échauffement standardisé, température contrôlée, restrictions sur l'alimentation, pas de caféine ou d'alcool avant, repas standardisé avant le test, même heure de passage pour chaque test et 72 heures minimum entre les deux sessions pour bien récupérer. Bref, ils ont essayé de maîtriser un maximum de variables. Bon, la méthode semble vraiment carrée. On a hâte de savoir ce que ça a donné. Alors, les résultats. Sur la performance d'abord. Alors, première chose, sans grande surprise, la puissance des athlètes a bien chuté au fil des 3 sprints. Le premier était le plus puissant, le troisième nettement moins. C'est la fatigue classique attendue sur ce type d'effort. Logique. Mais est-ce que la caféine a changé quelque chose à ça? À limiter la baisse, par exemple? Eh bien, non. Et c'est le résultat marquant pour la performance. Il n'y a eu absolument aucune différence significative entre la condition caféine et la condition placebo. Aucune? Ni sur la puissance de crête, ni sur la moyenne? Aucune. Les chiffres étaient statistiquement identiques. Que les athlètes aient pris la caféine ou le placebo, ils ont produit la même puissance, en moyenne. Les analyses statistiques sont très claires là-dessus. Et même la fatigue, la baisse de puissance entre le premier et le troisième sprint, était exactement la même dans les deux groupes. Ah ouais, quand même. Premier constat un peu choc, donc pas d'effet boost de la caféine sur la performance dans ces conditions très précises de sprint répété avec récup courte. Exactement. Et qu'en est-il de la douleur alors, cette fameuse IAIP? Est-ce que la caféine a au moins aidé à avoir moins mal? C'est la question. D'abord, il faut souligner que l'exercice a parfaitement rempli son rôle. Il a provoqué une douleur très intense. Les participants ont rapporté des scores médians très élevés sur l'échelle, souvent proches de 90-100 sur 100. Certains ont même atteint le fameux pire douleur imaginable. Ok, donc ça faisait vraiment, vraiment mal. Ah oui. Mais, et c'est la deuxième grosse surprise de l'étude, la caféine n'a eu, là non plus, aucun effet significatif sur la douleur perçue dans les quadriceps. Sérieux? Même pas un petit peu moins mal? Non. Que ce soit mesuré juste après les sprints ou pendant les 20 minutes de récupération qui ont suivi, les scores de douleur étaient similaires entre le groupe caféine et le groupe placebo. Pas de différence statistiquement significative. Incroyable, hein?
Et même le pic de douleur maximale ressenti par chaque participant n'était pas différent entre les deux conditions. Donc résumé, ni la performance n'est améliorée, ni la douleur n'est réduite par la caféine dans cette situation très spécifique. C'est assez déroutant, non? Par rapport à l'image qu'on a de la caféine. C'est clairement contre-intuitif pour beaucoup, oui. Et les autres mesures? Le lactate, l'ammoniac dans le sang, les effets secondaires? Ça a donné quoi? Alors, pour les marqueurs sanguins, le lactate et l'ammoniac ont bien grimpé en flèche après l'effort, ce qui confirme l'intensité extrême de l'exercice. C'était attendu. Mais avec ou sans caféine, c'était pareil, hein? Exactement pareil. Aucune différence significative entre les deux conditions. Ce qui est cohérent finalement avec l'absence d'effet sur la performance musculaire. Logique. Et les effets secondaires? Plus de palpitations ou de nervosité avec la caféine? Eh bien, même là, non. Les chercheurs ont regardé la fréquence rapportée de tous les effets secondaires possibles en vue d'uriner, cœur qui bat vite, anxiété, maux de tête, problèmes digestifs, insomnie, mais aussi sensation de vigueur accrue ou perception d'amélioration. Et ils n'ont trouvé aucune différence significative entre le groupe caféine et le groupe placebo sur aucun de ces points. C'est fou. Et le dernier point, l'aveugle. Les participants ont deviné ce qu'ils prenaient. Justement, non. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la fiabilité des résultats. L'analyse statistique de leurs réponses montre que l'aveugle a bien fonctionné. Ils n'ont globalement pas réussi à deviner correctement. Ok, donc on peut écarter l'idée que les résultats soient faussés par un effet placebo ou nocebo. Tout à fait. Ça renforce la conclusion que, dans ces conditions précises, la caféine n'a réellement eu ni effet ergogénique, ni effet hypoalgésique. Bon, alors la grande question, comment on explique cette absence totale d'effet? Surtout que d'autres études montraient parfois des bénéfices. Oui, c'est la question à 1 million. Les auteurs avancent plusieurs hypothèses intéressantes. La principale, et celle qui semble la plus plausible, c'est que l'intensité de l'exercice, et surtout l'intensité de la douleur, était tout simplement trop élevée. Trop élevé? Comment ça? Imaginez que l'effet antidouleur potentiel de la caféine soit, disons, relativement modeste. Face à une douleur qualifiée de pire douleur imaginable par les athlètes, cet effet modeste serait complètement noyé, submergé. Le signal de douleur envoyé par les muscles serait tellement fort qu'il masquerait tout simplement le petit soulagement que la caféine aurait pu apporter dans des conditions moins extrêmes. Un peu comme essayer d'entendre un murmure pendant un concert de rock, non? C'est un peu l'idée, oui. L'effet de la caféine sur les récepteurs à l'adénosine existerait peut-être toujours, mais il serait insuffisant pour faire une différence perceptible face à cette tempête de signaux douloureux. D'autres études avaient d'ailleurs déjà suggéré que l'effet antidouleur de la caféine marchait pour des douleurs légères à modérées, mais pas forcément pour les douleurs très intenses. Ok, ça tient la route pour la douleur. Et pour l'absence d'effet sur la performance, pourquoi la caféine n'a pas aidé à maintenir la puissance? Là, l'explication pourrait être liée au protocole lui-même. Ces sprints très intenses, mais surtout avec des temps de repos très très courts. 2 minutes, c'est très peu pour récupérer d'un winged de 30 secondes. Dans ces conditions, la fatigue qui s'accumule très vite dans le muscle, ce qu'on appelle la fatigue périphérique, avec l'accumulation de métabolites comme les ions H+, le lactate, etc., devient probablement le facteur limitant principal. La fatigue musculaire locale prend le dessus en gros. Exactement. Et la caféine, dont on pense que l'effet ergogénique est en grande partie central, agissant sur le cerveau, le système nerveux, ne pourrait peut-être pas contrer efficacement cette fatigue périphérique très marquée. Il est possible qu'avec des repos plus longs, disons 5 ou 6 minutes, comme dans d'autres études où la caféine a montré un effet sur des sprints répétés, le résultat aurait été différent. Le ratio effort-récupération semble vraiment déterminant ici. Ah, c'est super intéressant ça. Cette idée que la fatigue musculaire directe et la douleur intense peuvent carrément masquer ou annuler les effets qu'on attend de la caféine. Alors concrètement, pour les athlètes qui font ce genre de séance très très dure, ça veut dire quoi? Ni pour aller plus vite, ni pour avoir moins mal. Voilà. À la dose étudiée en tout cas, 6 mg/kg, ça ne semble pas faire la différence. Les auteurs vont même jusqu'à suggérer que, dans ce contexte si extrême, les effets bénéfiques sur la performance et sur la douleur ne sont peut-être tout simplement pas compatibles. L'effort est tellement intense, la douleur et la fatigue tellement présentes, que la caféine ne parvient à améliorer ni l'un ni l'autre. Et le fait que les participants soient des buveurs des cafés réguliers, ça n'a pas pu jouer. Genre, ils sont habitués. C'est une question légitime, mais les auteurs citent des recherches assez récentes qui tendent à montrer que même les consommateurs habituels bénéficient encore des effets ergogéniques de la caféine. Donc ce n'est probablement pas l'explication principale ici. D'accord.
Et l'étude a des limites, j'imagine? Bien sûr, comme toute étude, les auteurs les mentionnent honnêtement. Par exemple, ils n'ont pas fait de biopsie musculaire pour voir directement les métabolites dans le muscle. Ils n'ont pas non plus mesuré les taux de caféine dans le sang des participants, même si la dose et le timing étaient standards. Et puis, il y a toujours la question des différences génétiques individuelles qui peuvent influencer la façon dont chacun réagit à la caféine. Ça n'a pas été exploré ici. Ok. Bon, si on devait résumer le message clé à retenir de cette étude. Le message clé, c'est que chez ces athlètes masculins bien entraînés, quand ils font des sprints fractionnés très intenses avec peu de récupération, un effort qui induit une forte douleur musculaire aiguë, eh bien, prendre une dose standard de 6 mg kg de caféine une heure avant ne semble apporter aucun avantage mesurable par rapport à un placebo. Ni sur la puissance développée pendant les sprints. Ni sur la réduction de la douleur ressentie pendant et après l'exercice. C'est clair. Et ça ouvre des perspectives intéressantes, non? Absolument. Ça soulève une question importante. Si la caféine, qui était un peu le candidat idéal sur le papier, n'est finalement pas la clé pour gérer cette douleur très intense dans ce type d'effort spécifique, quelles sont les autres pistes? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, ça pousse à chercher ailleurs. Peut-être du côté d'autres approches nutritionnelles ou des stratégies psychologiques pour mieux tolérer l'inconfort, ou même revoir la façon dont on structure ces entraînements très exigeants. Comment moduler la réponse douloureuse sans pour autant perdre les bénéfices de l'entraînement? La gestion de cette douleur intense, pour maintenir la qualité et l'adhérence à long terme, reste un vrai défi pour les athlètes et les coachs. Un défi passionnant. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, regarder les graphiques, les stats en détail, ou lire toute la discussion des auteurs, on ne peut que vous encourager à consulter l'article original. Oui, c'est toujours le mieux. Je vous redonne les références. Caffeine exerts neither ergogenic nor hypoalgesic effects on sprint interval exercise with intensive exercise induced muscle pain par Tepe Matsumura et ses collègues, paru dans le Journal of Sport Science and Medicine en 2025. Vous le trouverez facilement en ligne avec le titre ou le DOI mentionné au début. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. On espère que cette plongée dans la science vous a intéressé et éclairé. On espère aussi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations. À très bientôt. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés.